Bonsoir à toutes et à tous. Il n'y a pas très longtemps, j'étais avec mes enfants écouter un concert de Julien Clerc. Et en première partie, il y avait un chanteur dont j'ai oublié le nom, qui a chanté 3 chansons dont j'ai oublié le nom, et qui était là pour chauffer la salle, et c'est mon rôle. Donc je suis là pour chauffer la salle avant que les stars commencent. Mais c'est en tout cas ce que j'avais pensé avant en lisant le programme. Mais en écoutant Jean-Marc, je me rends compte que Jean-Marc a déjà tout dit. Donc bonne chance, mes amis. Je ne sais pas trop ce que vous allez pouvoir raconter. Comment rendre le monde meilleur? Moi, je vais simplement essayer de planter le décor. Et à vous, mes chers amis, d'apporter les réponses. Jean-Marc l'a dit, on est entré dans un monde dont il y a une seule certitude, c'est qu'il va être volatile, incertain et improbable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Et ce n'est pas simplement parce qu'il y a la crise. On peut croire que c'est parce qu'il y a la crise, mais c'est tout simplement parce que, d'une façon beaucoup plus profonde que cela, la globalisation, la mondialisation qu'on a connue depuis 30 ans, entraîne par elle-même, par sa construction, un moment de maturité, j'allais dire d'une certaine manière sa propre destruction. Je m'explique. Comment ça s'est fait, la globalisation et la mondialisation? C'est quelques acteurs, pas beaucoup. Prenez les États-Unis, l'Europe, le Japon, la Chine, même pas l'Inde, parce que l'Inde joue son jeu à part, et quelques entreprises, peut-être une trentaine, mais peut-être moins, qui ont fait la mondialisation, qui ont fait la globalisation, avec un phénomène assez connu qui est que les entreprises ont d'abord vendu, puis ensuite des produits dans les pays émergents, dits émergents, puis ensuite les ont fabriqués dans ces pays émergents. Et ces pays émergents sont devenus non seulement des producteurs, des consommateurs, mais maintenant des acteurs, et ont maintenant des grandes entreprises qui sont concurrentes de nos propres grandes entreprises européennes et américaines. Et ils viennent, les Huawei, les Samsung, les LG, avec leur propre culture, avec leur propre manière de faire. Et certes, bien sûr, ils ont pris tous les codes de l'économie de marché, mais ils viennent apporter leur culture chinoise, japonaise, indienne, et ça rend le monde de plus en plus divers, de plus en plus complexe et de plus en plus imprévisible. La deuxième grande tendance qu'on peut soulever, c'est que on a vécu dans un monde où celui qui savait avait le pouvoir. C'est le I know, I can. Et donc, on a construit tout notre système, toute notre économie autour de la propriété intellectuelle, de la connaissance. Et aujourd'hui, on est dans un monde où c'est celui qui partage qui a le pouvoir. C'est vrai dans l'entreprise. Vous prenez les grandes entreprises qui ont émergé et qui ont connu une croissance extrêmement forte ces dernières années. C'est Google, c'est Facebook, c'est pas simple, vont changer notre manière d'organiser nos sociétés et nos manières d'agir sont des technologies émergentes. Je voudrais juste vous en donner quelques exemples et vous en avez certainement plein vous-même. Dans le domaine de l'énergie, vous prenez, et je passe tous les débats sur les sources d'énergie, vous prenez le solaire, la technologie solaire, l'éolien, la biomasse, la technologie des vagues. Tout ça, ce sont des technologies qui sont des technologies émergentes. Elles ne sont pas encore aujourd'hui matures. Bien sûr, on sait les utiliser aujourd'hui, mais leur performance, vous prenez la performance d'un panneau solaire, c'est à peu près, le rendement d'un panneau solaire, c'est à peu près 30%. C'est lourd, c'est épais, on est en train de regarder comment on pourra faire des feuilles fines, etc. Le solaire va très certainement être une énergie qui va être aussi compétitive que le pétrole d'ici peut-être 5-10 ans, qui sait. La voiture électrique. La voiture électrique, moi j'ai une voiture électrique, je suis ravie d'en avoir une. Je vais à Roissy avec et je reviens, 130 km d'autonomie. J'ai vraiment l'impression de conduire non seulement une sorte d'auto-tamponneuse, mais un prototype.
On sait que les voitures vont changer. La batterie, tout ce qui tourne autour de la batterie va évoluer. Aujourd'hui, on ne sait pas stocker l'énergie. On va savoir le faire. Je peux prendre un autre exemple dans le domaine de l'énergie, qui est tout ce qui est autour de la distribution d'énergie. Quand vous y réfléchissez, quand vous allez au supermarché et que vous faites vos courses, vous avez le choix entre les différentes marques de beurre, les tranches de jambon. Vous pouvez faire un rapport qualité-prix et être un consommateur intelligent. Quand vous êtes chez vous et que vous éteignez la lumière, ou que vous allumez votre ordinateur, ou que vous faites marcher votre lave-vaisselle, vous ne savez pas combien vous consommez. Vous découvrez avec horreur la facture d'électricité un mois plus tard. Vous êtes un consommateur aveugle. Je vais même plus loin. Votre fournisseur d'énergie, il a un contrat d'abonnement avec vous, qui est un contrat où il vous fournit une certaine quantité de 6 kWh, mais il est obligé de vous fournir cette quantité. S'il sait que vous êtes sorti de chez vous et que vous n'allez pas vous n'allez pas utiliser vos appareils pendant la journée, il peut ne vous fournir que l'électricité pour que vous soyez en veille, et fournir l'électricité pour les écoles, pour les hôpitaux pendant la période où vous n'êtes pas chez vous. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie de l'effacement. Ce sont des technologies qui sont émergentes. Je voudrais en prendre encore un ou deux exemples, juste pour que vous touchiez du doigt à quel point le potentiel est immense devant nous, et la capacité créatrice de l'homme nous permettra de sortir de cette crise. Tout ce qu'on appelle le cloud computing, la technologie des nuages. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement que vos vieux parents vont pouvoir rester chez eux parce qu'on va pouvoir surveiller leur santé sur un iPad. C'est la capacité qui va être faite que des machines vont se parler entre elles. Nous-mêmes, chez General Electric, on est en train de regarder comment on peut faire pour que les pièces elles-mêmes d'un moteur d'avion disent quand elles ont besoin d'être réparées. Et ça changera là aussi complètement la façon de faire la maintenance des avions. Mais ces technologies qui sont émergentes, elles ont en plus de ça une particularité, c'est qu'elles vont entraîner un changement complet de l'organisation de la société. Vous le voyez dans le domaine de la santé, c'est le malade, c'est les outils qui vont venir aux malades, et non plus les malades qui vont nécessairement venir à l'hôpital. La deuxième remarque que je voulais faire avant d'ouvrir le débat, c'est qu'il y a une évidence qui est tellement évidente qu'on l'a un peu oubliée. Enfin, on l'oublie, c'est comme le fait qu'on oublie tous les matins qu'on est vivant, qu'on a un corps, et que si je prends ma maman a 84 ans, elle a bon pied, bon oeil, elle va très bien. Quand elle est née, il y avait un peu moins de 2 milliards d'habitants sur la planète. Aujourd'hui, il y en a 7 milliards, et j'espère qu'elle en verra 9 milliards. Il y avait 1,5 milliard de pauvres qui n'avaient pas accès à l'eau, à l'électricité, et qui vivaient en dessous du seuil de pauvreté. Il y a toujours 1,5 milliard de pauvres, mais il y a 5 milliards de gens qui ont eu accès, en une vie d'hommes et de femmes, à l'eau, à l'électricité, à la culture, etc. Alors, avant de passer la parole aux panélistes, je voudrais juste faire 2 remarques. La première, c'est qu'il y a quelques années, il y avait un colloque qui avait été organisé aux États-Unis et qui réunissait des chefs d'entreprise, des sociologues, des économistes, des politiques, et dont le thème était le suivant: comment peut-on rendre les Américains mieux formés, plus heureux et plus riches? J'aimerais qu'on ait en France un débat politique réunissant les chefs d'entreprise pour savoir comment on peut faire pour que les Français soient mieux éduqués, plus heureux et plus riches. Et puis, toutes ces réflexions qu'on a sur le monde tel qu'il est et la façon dont on peut en faire un monde meilleur posent de vraies questions sur le leadership. Et avant d'ouvrir la deuxième table ronde sur le leadership, moi je voudrais juste souligner 3 aspects, à mon avis, majeurs sur la nouvelle façon
dont on doit exercer le leadership. La première, c'est l'humilité. Parce qu'on ne sait pas ce que sera le monde de demain, personne ne le sait. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun dirigeant qui peut aujourd'hui dire ce qui va se passer dans 6 mois, dans 2 mois, dans 1 an. Bien sûr, on peut dresser des grandes tendances, mais le monde est devenu imprévisible et la remise en cause permanente est essentielle. Ça veut dire aussi l'adaptabilité, ça veut dire la capacité d'écoute. Le deuxième élément, et qui va en lien avec cette incertitude, c'est le partage. Si on n'est pas curieux, si on ne partage pas, et si on n'est pas extrêmement vigilant sur le monde contemporain, on ne peut pas être un bon leader. Et puis le troisième, qui va peut-être de soi, au-delà de la question évidemment de l'honnêteté, c'est l'audace. Aujourd'hui, le plus grand risque qu'on peut prendre, c'est de ne pas prendre de risques. On est aujourd'hui, en France, en Europe, un continent qui a un potentiel incroyable, qui aujourd'hui vit une espèce de dépression mentale parce qu'il a l'impression qu'il va perdre quelque chose, alors que c'est tout simplement un monde qui se transforme et que nous avons prouvé au cours de notre histoire récente, que l'adversité nous allait bien, que l'adversité nous donnait l'esprit d'aventure, que l'adversité, nous avions les capacités d'inventer le futur. Et c'est tout ce que j'espère que ce soir, nous retirons grâce au talent de nos panélistes. Je vous remercie.